Il était une fois, dans une petite ville en plein cœur de la Louisiane, un jeune touriste qui errait désespérément à la recherche de sa fiancée disparue. Le jeune homme, nommé Ethan, venait de descendre d'un bus qui l'avait amené jusque dans la ville rurale de Dulvey. Il avait appris par un policier que la carte bleue de sa compagne, Mia, avait été utilisée il y a une semaine. C'était le dernier endroit où sa carte avait été utilisée. Et la seule piste qu'il avait. Après avoir pris une chambre dans le vieux motel de la ville, il commença à interroger les commerçants, leur montrant une photo de Mia et leur demandant si quelqu'un avait la moindre idée de l'endroit où elle pouvait se trouver. Il finit par apprendre que la jeune femme avait effectivement été vue en ville. Elle s'était apparemment rendue à la quincaillerie pour acheter quelques outils et avait également pris une bonne quantité de provisions à l'épicerie du coin. Le gérant, un homme bourru, semblait peu enclin à la discussion, mais quelques achats et un généreux pourboire lui délia rapidement la langue. Il confirma que la jeune femme était effectivement passée, fraîchement arrivée en ville en début de semaine par le même bus que lui. Elle s'était présentée avec un très gros sac à dos de randonnée et avait acheté de quoi compléter son équipement de camping avant de se renseigner sur les endroits tranquilles et sauvages où elle pouvait planter sa tente, loin de toute trace de la civilisation. Ethan acheta une carte des environs à l'homme avant de le remercier chaleureusement, lui demandant s'il y avait un fleuriste dans le coin. Le gérant ricana, marmonnant quelque chose à propos des femmes et de leurs caprices, avant de lui dire que non, mais qu'il y avait pas mal de jolies fleurs derrière l'église, et qu'il pouvait toujours en cueillir quelques-unes. Le jeune homme rejoignit ensuite sa chambre d'hôtel et commença à faire la liste des quelques affaires dont il aurait besoin, avant de pouvoir commencer ses recherches. Il sortit sa carte et l'inspecta. Si Mia avait décidé de camper, il pouvait délimiter certaines zones. Il fallait que ce soit proche d'un point d'eau, un peu éloigné pour ne pas croiser du monde, mais suffisamment près pour pouvoir retourner en ville en cas de problème. Après tout, il savait que sa compagne n'avait aucune expérience du grand air, et ne se risquerait donc pas à aller trop loin. Une fois les premières zones de recherche délimitées, il se prépara et s'allongea sur le matelas, qui avait connu, tout comme la chambre, des jours meilleurs, et tenta de se reposer un peu. Il aurait une longue marche à faire demain et il aurait besoin d'énergie. Son esprit tourmenté ressassait en boucle les mêmes souvenirs. Mia, sa fiancée. Ils se connaissaient depuis l'enfance et avaient commencé à sortir ensemble à la fin du lycée. 3 ans plus tard, il l'avait demandée en mariage et elle avait fait de lui l'homme le plus chanceux du monde en disant oui. Et puis, 1 an presque jour pour jour après ça, elle avait disparu du jour au lendemain. La seule chose qu'elle avait laissée était un petit mot, disant qu'elle avait besoin de faire le point sur sa vie et qu'elle reviendrait quand elle aurait pris sa décision. Ça ne ressemblait pas du tout à Mia. Elle n'était pas du genre à fuir les problèmes. Elle les affrontait en face. Et puis, laisser juste 2 lignes derrière elle, sans en parler à personne, ça ne pouvait même pas être leur mariage puisque la date n'avait pas encore été fixée. Et personne dans leur entourage n'avait connaissance d'un quelconque problème, que ce soit dans leur couple ou à son travail. Elle n'avait aucune raison de partir. D'ailleurs, personne n'avait cru une seule seconde à l'excuse du voyage introspectif. Ni lui, ni ses collègues, ni ses amis, et encore moins leurs familles respectives. Ce n'était vraiment pas le genre de Mia. Ils étaient donc tous arrivés à la conclusion qu'il s'était forcément passé quelque chose de grave. Et Ethan s'était aussitôt rendu au commissariat de la ville pour signaler sa disparition et demander leur aide. Mais il lui avait répondu qu'elle était une adulte et qu'elle avait parfaitement le droit de partir à l'aventure sans en parler à personne. Il avait été furieux, insistant sur le fait que ce n'était pas normal de la part de sa compagne, et avait tout tenté pour les convaincre. Contacter les médias avait eu exactement le même résultat, et tout ce qu'il avait pu faire avait été d'organiser des recherches aux alentours et sur les réseaux sociaux, avec toutes les personnes qui avaient bien voulu l'aider. Après plusieurs jours, beaucoup d'efforts et une grosse liasse de billets glissés sous le manteau, il avait réussi à convaincre un vieux flic de jeter un coup d'œil au téléphone et à la carte bleue de Mia, pour lui fournir au moins une preuve qu'elle était saine et sauve.
Pendant ce temps, tout son entourage s'était organisé pour gérer les différentes étapes de recherche. Et Ethan avait attendu fébrilement le moindre appel, pouvant lui apporter des réponses. Le policier l'avait enfin recontacté. Il lui avait dit qu'elle n'avait pas utilisé son téléphone depuis sa disparition, mais que sa carte avait été utilisée pour acheter du matériel de camping, ainsi qu'un ticket de bus jusqu'à Dulvey, une ville de la Louisiane dont il n'avait jamais entendu parler, et que là-bas, elle avait effectué d'autres achats. Il lui avait donc conseillé de la laisser seule, puisqu'apparemment elle était en vie, et qu'elle reviendrait certainement après quelques jours. Ethan s'était montré soulagé en entendant cela, et il avait relayé la nouvelle autour de lui. Puis il s'était mis à douter. Était-ce vraiment Mia, ou quelqu'un lui ayant volé sa carte après je ne sais quelle sordide histoire? Ils avaient toujours vécu à Seattle, et même pendant leurs vacances, ils n'étaient jamais sortis de leur état. Finalement, il en avait discuté un peu autour de lui, et il avait fini par leur annoncer qu'il allait voir sur place si c'était effectivement Mia, et si elle était bien partie de son propre chef. Il rentrerait après lui avoir demandé d'appeler ses parents pour les rassurer. Sinon, il préviendrait à nouveau la police. Tout le monde avait approuvé sa décision, et il avait pris tous les congés qui lui restaient avant de partir. Après un trajet effroyable de plusieurs jours, il était enfin arrivé. Et le voilà, dans un petit motel perdu au milieu de nulle part, se demandant si sa Mia allait bien. Juste avant de sombrer dans un profond sommeil, il se jura de tout faire pour retrouver celle qui partageait sa vie depuis si longtemps. Il devait être sûr. Dès l'aube, Ethan prépara ses affaires et réexamina la carte achetée la veille. Il vérifia à nouveau les différents endroits où elle aurait pu s'installer et sortit du motel, allant cueillir un joli bouquet de fleurs avant de partir à sa recherche, le cœur battant. Il fallut au jeune homme un peu plus de 2 jours avant de trouver une piste. Le 3e jour, alors qu'il inspectait les alentours d'un ruisseau situé à plusieurs kilomètres de la ville, il arriva en vue d'une très vieille plantation qui semblait complètement abandonnée. Alors qu'il prenait de la hauteur sur un affleurement rocheux, pour mieux voir autour de lui, il aperçut un reflet métallique près d'un arbre, à quelques centaines de mètres d'un sentier délabré. S'approchant rapidement, il y trouva ce qui avait attiré son regard, une petite casserole, mais également une tente au motif camouflage, un réchaud et différents objets de la vie de tous les jours. Fouillant brièvement la tente, il reconnut certains vêtements, c'étaient bien ceux de Mia. Il l'avait enfin trouvée. Le cœur au bord des lèvres, il regarda tout autour de lui. Si Mia avait laissé toutes ses affaires sur place, alors elle ne devait pas être très loin. Il se redressa rapidement et observa les environs plus en détail, se demandant bien où Mia avait-elle pu aller. En plissant les yeux, il crut apercevoir quelque chose dépassé des plantes en pagaille qui avaient envahi les anciennes cultures. Peut-être que Mia s'y était rendue, dans l'espoir de trouver quelques vieux objets encore utilisables, ou récupérer quelques légumes sauvages. Déposant une partie de son chargement, il s'engouffra sur le sentier envahi par le maïs en direction de la vieille ferme. Après des semaines de recherche, il touchait enfin au but, et son cœur battait à tout rompre. L'impatience et l'adrénaline faisaient bouillir son sang, l'empêchant de ressentir la fatigue. Enfin! Soudain, son regard fut attiré par un mouvement à l'une des fenêtres. Celle-ci avait beau être noircie par la crasse, il y avait définitivement quelqu'un à l'intérieur. Pressant le pas, il s'approcha jusqu'à se retrouver à quelques mètres d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui le fixait avec une méfiance et une animosité à peine dissimulées. Ethan la salua, s'efforçant de se montrer le plus amical possible pour la détendre, avant de lui montrer une photo de Mia, lui demandant si elle avait déjà vu la jeune femme dans les parages. Elle lui répondit rudement qu'elle n'avait vu personne dans les environs depuis des mois, et qu'il ferait mieux de dégager de la propriété avant qu'elle n'aille chercher le fusil. Alors qu'il s'apprêtait à répliquer, une voix grave retentit depuis l'étage de la maison, apostrophant la jeune fille. L'homme qui venait de parler, un grand type grisonnant d'une 60aine d'années, à l'allure rude et peu commode, ordonna à celle qui semblait être sa fille d'arrêter de mentir, et de faire entrer leur invité pour qu'il lui parle lui-même. Celle-ci hocha nerveusement la tête, et conduisit le jeune homme dans le salon familial, un endroit vieillot et plutôt mal entretenu,
tandis que l'homme qui semblait être le chef de famille descendait l'escalier avec un entrain malaisant et se dirigeait vers lui. Avec un large sourire, il donna à Ethan une grande tape dans le dos avant de se présenter. Il se nommait Jack Baker et vivait ici avec sa femme Marguerite et leurs 2 enfants, Lucas et la plus jeune, Zoé, qu'il venait de rencontrer. À son tour, le jeune homme se présenta, tendant la photo de Mia et expliquant qu'il était à la recherche de sa fiancée disparue. Il leur précisa qu'elle devait forcément être dans les environs, puisqu'elle avait été vue par les habitants de Dulvey, et qu'il avait lui-même trouvé son campement avec des affaires lui appartenant à quelques mètres de leur plantation de maïs. Jack hocha la tête d'un air entendu, lançant une plaisanterie à propos de mariage et de corps de cou, avant de lui confirmer que oui, ils avaient effectivement vu une jeune femme se balader dans les environs la veille. Il proposa à Ethan de rester déjeuner à la ferme avec eux, pour se reposer un peu, après quoi, lui et son fils Lucas l'aideraient à trouver sa compagne, puisqu'ils connaissaient bien mieux que lui les alentours. Ethan les remercia chaleureusement, acceptant leur généreuse invitation et, accompagné du fameux Lucas, un garçon maigre au comportement étrange, il repartit près du campement de Mia pour récupérer toutes les affaires qui s'y trouvaient. Le jeune homme ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la situation étrange dans laquelle il se trouvait. Le comportement de la famille n'était clairement pas normal. L'endroit où il vivait était loin d'être accueillant, donnant l'impression extérieure qu'il n'y avait rien d'habitable dans les environs. Zoé semblait nerveuse et pressée de le voir partir le plus loin possible de chez eux, tandis que les 3 autres s'étaient montrés excessivement accueillants, beaucoup trop pour des gens qui vivaient reclus. D'ailleurs, leur maison n'était même pas mentionnée sur sa carte, et personne n'avait parlé d'eux en ville, comme si personne ne soupçonnait leur existence. Et une des choses qui l'avait marqué, c'était cette étrange lueur qui s'était allumée dans les yeux de Jack quand il lui avait montré la photo de Mia, comme une étincelle de malice dérangeante. Après être revenu, Marguerite Baker lui fit visiter leur ferme. Il remarqua alors un détail qui l'interpella. Dans la boue, au pied de la trappe menant à la cave, se trouvait un petit bracelet en argent qu'il ne connaissait que trop bien. Un long frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. C'était le bracelet préféré de Mia, celui que sa sœur, Evelyne, lui avait offert un peu avant de mourir dans un sinistre accident de bateau. Elle ne s'en séparait jamais, même pas pour se laver ou pour dormir. Sur ses gardes, il fit comme s'il n'avait rien remarqué, puisque Marguerite se retournait régulièrement pour vérifier si tout se passait bien, et il continua la visite calmement, malgré le tourbillon de pensées qui menaçait de faire exploser son crâne. Ces gens savaient très bien où était Mia, et il était maintenant pratiquement certain qu'ils étaient responsables de sa disparition. Il était même probable qu'elle soit dans leur cave, ou au moins qu'il y ait des preuves lui permettant de la retrouver. Il devait donc absolument fausser compagnie à la vieille femme, pour descendre voir ce qui se cachait au sous-sol. Ethan saisit sa chance quand la mère de famille lui annonça qu'elle devait retourner en cuisine pour finir de préparer le repas. Poliment, il acquiesça et demanda à utiliser les toilettes, qui se trouvaient à l'extérieur, pas très loin de la fameuse trappe. Elle lui sourit gentiment et lui accorda sa permission avant de faire demi-tour et de rentrer dans la vieille bâtisse en le laissant seul. Dès qu'il fut certain que personne ne le surveillait, il se précipita vers la trappe et l'ouvrit avant de descendre la vieille échelle, en priant pour qu'elle ne se brise pas sous son poids. S'enfonçant dans la pièce humide, il fut stupéfait en remarquant les différentes caisses de terre recouvrant les murs et soutenues par de vieilles étagères. À l'intérieur, de nombreuses espèces de champignons hallucinogènes et autres substances illicites semblaient y être cultivées, puis récoltées et préparées avant d'être stockées ailleurs. Dans la pièce suivante, de nombreux bocaux en verre étaient bourrés de nourriture, légumes et surtout énormément de viande, probablement issue du braconnage, puisqu'ils n'élevaient pas d'animaux dans leur ferme. S'approchant un peu plus près, il finit par découvrir une immense table en bois maculée de sang, dans laquelle étaient plantés plusieurs couteaux de boucher. Et, tout autour, quelques morceaux de chair, une main appartenant visiblement à un être humain. Ethan sentit une vague de nausée monter en lui,
et s'approcha en tremblant pour inspecter les lieux. Il remarqua immédiatement le grand congélateur sale et abîmé, d'où coulait un mélange de sang et de glace fondue. Rassemblant son courage à deux mains, il l'ouvrit, révélant la tête tranchée de celle qu'il avait tant cherchée. Il se figea, tandis qu'il assimilait peu à peu ce qui était arrivé. Mia, sa Mia, avait été tuée et démembrée par ces gens, et si l'on jugeait par l'abondance de bocaux et d'ustensiles présents, elle devait être destinée à, oh mon Dieu, à être consommée. Le bruit d'applaudissements lents retentit soudain derrière lui, lui faisant immédiatement reprendre ses esprits. Il sursauta et se retourna pour se retrouver face à face avec la famille de meurtriers au grand complet. Jack, avec un sourire mauvais, lui raconta d'un ton ironique comment, comme dans la comptine pour enfants, le petit lapin avait été chercher refuge chez le cerf et était ainsi entré volontairement dans la maison des trafiquants cannibales qu'ils étaient. Alors que le fils et la mère éclataient de rire, l'homme s'approcha du fiancé imprudent, un regard fou et une machette rouillée à la main, prêt à l'envoyer rejoindre sa compagne. Soudain, un bruit terrible retentit dans la cave, plongeant immédiatement le groupe dans le silence. Puis, la famille écarquilla les yeux en voyant Jack tomber à genoux, et Ethan partir dans un éclat de rire froid et cruel, un magnum à la main. 3 tirs plus tard, toute la famille était à terre, une tache sombre s'agrandissant progressivement sous leur corps. Le jeune homme rangea alors son arme, clairement amusé par la situation, avant de reporter son attention sur sa macabre découverte, à savoir la tête de sa bien-aimée. Mia avait toujours eu un don incroyable pour fourrer son nez là où elle n'aurait pas dû, et ce sans même s'en rendre compte, comme lorsqu'elle avait trouvé sa boîte à bijoux, où il gardait les trophées de ses chasses. Dire qu'elle pensait qu'il l'avait trompée, sans même remarquer les légères taches de sang sur les bijoux. Heureusement, elle n'en avait parlé à personne, et n'avait apparemment laissé aucune trace de sa macabre découverte. Et maintenant, ces braves gens s'étaient même occupés d'elle, lui offrant le plus beau des alibis, et lui évitant la corvée de la faire disparaître sans être soupçonnée. Il ne lui restait plus qu'à prévenir la police, et de jouer le rôle de l'homme choqué, qui s'était défendu une fois placé au pied du mur. Vu l'horreur de l'endroit et les piles d'affaires maculées de sang qui traînaient partout, personne ne poserait de questions. Amusant de voir que Jack avait choisi la comptine du cerf pour illustrer l'arrivée de Mia, sans même avoir envisagé une seule seconde que le lapin était poursuivi par un chasseur. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main.